Bon matin. Yo, c'est Mounir. Je pense que je vais low-key juste écrire au ministère de la Culture sur Twitter. Je vais dire, yo, est-ce qu'on peut set up un meeting? Allô, moi, c'est Daphné. Ouais, mais elle m'oblige à regarder un film d'une heure sur un ours. Puis là, j'étais comme vraiment frustrée. Puis j'ai dit, moi, je regarde pas ce film-là. C'est Café Snake. Bon matin. Bon matin. Yo! Bonne année! Bonne année tout le monde! Café Snake 2026. Yeah, yeah. Aujourd'hui, c'est nos in and out de 2026. Donc, on fait nos prédictions, comme à chaque année. Vous avez vraiment aimé ça l'année dernière. Vous rappelez qu'aujourd'hui, c'est un épisode qui est disponible pour tout le monde. Mais un épisode sur deux est disponible uniquement sur notre Patreon, donc patreon.com/Café Snake. Puis merci à tous ceux et celles qui se sont abonnés. Et tous ceux qui vont le faire dans la nouvelle année. Merci tout le monde. Sans plus tarder... Les DJ News. Non, le DJ Mix. Les DJ News. Tududum. Tududum. Spotify Rap's about to come out and I've just been listening to bullshit all year. Vous le connaissez, n'a pas besoin de présentation, connu depuis qu'il est enfant. Guillaume le Métis-Vierge est avec nous. Salut Patrick. Écoute, première question, comment tu vas? Je vais très bien. Je suis comme un son que t'aurais pas, Shazam. Je suis comme un condensé mélo. Robe de bal que je portais à Versailles a fait couler beaucoup d'encre et je comprends parce qu'elle est juste sublime. Deux grandes questions, mais d'où vient cette robe et de quelle couleur est-elle? Ce qui est sûr, c'est qu'elle vient du Canada. Je l'ai achetée à Montréal chez Amifair et c'est la plus belle boutique de robe de bal que j'ai jamais vue de ma vie. Bon, Anto Tran a fait une tourne de Noël, ce type calé, j'ai peur, on va écouter ça. Mon oncle, un peu conspirationniste qui dit je pleure surtout sur les yeux. My name is Celine. I got kids. We have to get you on TikTok and all that. I'm like, what? On TikTok. I've heard that before. Suddenly I'm becoming cool. Celine Dion is cool. That's amazing. TikTok, here I come. Ciao. OK, donc moi, ma première prédiction, j'ai appelé ça la whimsicalité. Parce qu'en fait, c'est un mot en anglais que j'ai vu souvent popper dans mes lectures cette année. Ben, l'année passée, en fait, c'est le mot whimsy. J'ai même dit à Mounir plusieurs fois. Elle voulait tout le temps faire des segments sur whimsy. Elle était comme whimsy, c'est quelque chose qui s'en vient. Whimsy. Une tendance. Ça fait genre, je pourrais témoigner au moins 4 mois. J'ai quand même consulté des in and out là, sur Internet. Puis d'ailleurs, j'en ai vu qui avaient dit que ça allait être le mot de l'année 2026. Fait que j'étais quand même... pas tellement dans les patates. Whimsy, ça vient du mot whim, apparemment, là, en anglais, comme sur une pinotte, là, whim, un désir soudain, une lubie spontanée. Je pense qu'on peut rattacher ça aussi à tout ce qui est un peu quirky, bizarre, fantaisiste. Il y a une énergie joueuse, enfantine dans ce mot-là. L'énergie de Benson Boone. Oui, c'est vrai. Ça peut aussi impliquer une dose de magie, de mystique. Fait que je sais pas si on s'en va vers une forme de réenchantement de surface, mais ça se pourrait. Un exemple de l'occurrence de ce mot-là dans l'actualité politique, par exemple, c'est quand on parlait des manifestations anti-ICE à travers les États-Unis. You've seen the viral videos of frogs, unicorns, T-Rexes, and bananas outside Portland's ICE facility. But how did this start, and why are people still doing it? President Trump will end the radical left's reign of terror in Portland once and for all. Par exemple, les manifestants qui portaient des costumes d'animaux gonflables en l'honneur de la fameuse grenouille de Portland. C'est quelqu'un qui était déguisé en grenouille puis s'était fait poivrer par un agent de ICE puis ça s'était retrouvé un peu partout sur les réseaux sociaux. Puis là, justement, dans une entrevue, il y avait quelqu'un qui avait parlé à un manifestant qui avait dit genre, est-ce que quelqu'un serait prêt à arrêter une licorne? Ici, il y a des grenouilles, il y a des homards. C'est un peu ça qu'on recherche dans le fond. On veut du whimsical fun. Que le journaliste avait même renchéri puis avait dit « whimsical », c'est vraiment un bon mot pour décrire la ménagerie de créatures qui sont présentes dans les manifs. C'est comme si ça se mêlait, là, le whimsy, c'est pas juste genre une affaire de mode, mais à une forme de résistance politique. Peut-être c'est une façon de protester, mais en même temps de jouer, d'empêcher le cynisme de nous avaler totalement. Tu sais, quand on est trop lucide aussi, ça peut nous immobiliser. Fait que
rajouter une petite touche Peter Pan là-dedans, je sais pas trop. On pourrait même dire que ça signale un retour de la troupe qui était quand même assez populaire début des années 2000-ish, 2010, là, de la troupe de la Manic Pixie Dream Girl à la Zooey Deschanel dans, tu sais, par exemple, un film comme 500 Days of Summer, puis le Twee dans la mode, tu sais, l'école Claudine, l'école Peter Pan. Dans les films, ça représente souvent une femme idéale, mais qui est fantaisiste, délurée un peu, tu sais, qui va jouer du ukulélé. Dans le fond, c'est le retour de Katy Perry. Non, c'est ça que ça signale. C'est Phoebe dans Friends. Qui a un petit côté gobelin. T'as pas vu Phoebe? T'as pas vu Non, Friends, toi, c'est ça? J'ai pas regardé ça. Ça, c'est comme contre le guide du millennial. Il y a eu beaucoup de discours sur la neurodiversité dans les dernières années en ligne. Il y avait des effets positifs à ça. Je pense que ça allait quand même amener une certaine visibilité. Mais il y a aussi des effets délétères. Il y a une mémification puis une simplification de ce que ça peut représenter, moi, à mon sens, là. On insistait beaucoup sur la queerkiness, les petits côtés excentriques, cute, au détriment de d'autres vrais enjeux qui sont moins socialement acceptables, là, de la neuroatypie ou tu sais, de l'autisme pour ceux qui souffrent de ça, mais aussi leur entourage, tu sais. Puis il y a beaucoup d'internautes qui versaient dans l'autodiagnostic puis qui prenaient ce diagnostic-là ou s'auto-diagnostiquaient puis en faisaient comme une identité numérique. Moi, dans mon entourage, il y a des hommes qui ont utilisé ça, leur neurodiversité, pour contrer la critique ou, mettons, qui étaient accusés d'abus sexuels, tu sais, était comme, ah ben non, c'est pas de ma faute dans le fond parce que je suis autiste. Fait que j'espère peut-être un essoufflement de des débordements, disons, de cette mouvance. Je pense que, par exemple, ça va se réincarner en quelque chose d'autre, genre, fait que on va faire du queerky signaling ou du whimsy signaling, mais ça va peut-être pas juste comme être nécessairement lié à un autodiagnostic. Puis d'après moi, on va peut-être commencer à parler de plus en plus de niche interest, qui était déjà le cas avant. Là, j'ai un exemple. Je sais pas si vous avez regardé la nouvelle série de l'heure érotique qui met en scène 2 joueurs de hockey homosexuels, Heated Rivalry. Moi puis Mounir, on vient de la binger. Puis là, il y a comme vraiment beaucoup de discours là-dessus sur Reddit. Les fans vont se pâmer sur les acteurs qui étaient pas connus au départ, là, qui sont devenus super populaires du jour au lendemain. Puis il y en a un, Connor Story, qui a vraiment des niche interests, puis qui est un petit peu quirky, bizarre, fait qu'on pourrait dire qu'il est whimsical. Il est vraiment fan de musique russe, super niche. C'est comme un gars qui était pas tant online avant. Tu sais, il dit dans une entrevue pour The Cut que ça fait juste 1 an et demi qu'il est en ligne. Puis il dit dans cette entrevue-là aussi qu'il est vraiment into la clown scene de LA. Fait qu'il y a comme une communauté de clowns à LA en ce moment qui est comme en train de fleurir. Puis ça, c'est un exemple, tu sais, de queerkiness whimsical. Puis les gens sont comme « Oh my God, il est tellement hot! » Puis j'ai aussi vu l'apparition depuis quand même un bon moment là, de ce qu'on pourrait appeler de la whimsical tech. Donc la technologie des petits robots qui sont quand même whimsical. Par exemple, Post Laboubou, donc tout ce qui a l'air joueur, innocent, un peu weird. Je pense par exemple au Mufflin. Moi, j'ai pas vu ça passer, c'est quoi? C'est une petite peluche robotisée. Ah, tu vas l'envoyer. Ça a été développé par Casio, là, tu sais, les montres Casio. C'est elle que tu veux, ça? Ouais, j'ai vu tout, en fait. C'est censé amener un genre de réconfort émotionnel, réduire le stress, blablabla, mais c'est un animal de compagnie IA. Ils disent que ça ressemble à un cochon d'Inde, mais c'est juste comme une petite boule de poil avec 2 yeux, that's it. Il y a pas de nez, pas de bouche. Un genre de Furby, mais version 2026. Puis j'ai vu aussi un autre robot qui se clippait sur ton sac, un peu comme un Laboubou. Ça s'appelle un Mirumi, qui répond aussi aux stimuli de son environnement. Voilà ma première prédiction. Ok, donc moi je vais commencer avec une qui est quand même, à mes yeux, c'était une évidence. Je pense que comment je l'appelle, c'est la nostalgie pour les années 2010. Que ça fait une couple d'années que je prophétise, disons. Je disais que les gens parlent d'années 2000, mais moi je pense que la vraie nostalgie qui s'en vient, qu'on va pas venir, c'est les années 2010, mais plus principalement. Mais tu sais, moi, c'est ça, je veux dire, dans la whimsicalité, il y a quand même une espèce d'effet de retour en arrière. Je dirais Tumblr era. C'est ça. Ben, moi, principalement aussi, qu'est-ce que je veux dire, c'est que 2026 marque le 10e anniversaire de la fameuse année de 2016. Pour les gens qui savent pas, 2016, ça a quand même été une année charnière
dans l'espèce de coming of age de la génération Z, disons, là, puis là, vraiment, tu sais, mettons, moi, je suis né en 1997, en 2016, j'avais 19 ans, j'ai eu 19 ans en 2016, j'étais au cégep, puis là, tu descends, tu sais, c'était tout comme, les gens qui sont nés avant 2005 étaient tous comme entre 15 puis 20 ans, dans le fond, puis ce moment-là marque quand même une étape importante, parce que c'est juste après que Vine, l'application de vidéos courtes, est fermée, et ça a comme fait affluer tout le monde sur Instagram en même temps. Tandis que, oui, on était sur Instagram peut-être plus tôt, mais c'était moins un endroit de partage de vidéos. Les blogs étaient moins présents. Il y avait moins... C'était vraiment une culture plus comme Facebook qu'il y avait un peu sur Instagram avant ça. Puis ça a vraiment comme cristallisé comme l'âge des influenceurs puis la domination d'Instagram. Oui, il y avait les YouTubers, mais beaucoup de YouTubers sont débarqués sur Instagram. Puis en fait, 2016, quand tu regardes... On va le voir tout au long de l'année, mais ça va être comme l'anniversaire de plein de trends internet, de danse, de chansons, même d'esthétique. Tu sais, les gens... Moi, je le voyais peut-être il y a 2 mois, là, comme... Hey, just a reminder, dans 2 mois, 2016, ça va faire il y a 10 ans, tu sais. Puis là, tu vois le filtre full saturé, les espèces de bleus que les gens mettaient sur leur story Snapchat. Toute cette esthétique-là de 2016 va comme vraiment être mis de l'avant, puis... Je pense que il y a de quoi qui s'est passé dans les 10 dernières années, justement. C'est que même en 2020, en 2019, il y avait cette espèce de nostalgie pour spécifiquement 2016 qui s'est créée. C'est comme si c'était un meme, ça aussi, genre, dans le sens que, oui, ok, c'était vraiment l'apogée, le début de la vraie montée en puissance du rap, tu sais, c'est 2016 Drake, la chanson Summer 16, tu sais, Chiaga 2016, tous ces moments-là. J'étais allé voir Kanye Saint Pablo Tour 2016 au Centre Bell. C'est dans le temps que Kanye, c'était un génie encore, tu sais, c'est comme... Là, maintenant, c'est la déchéance totale. C'est Comeback Season. Moi, j'ai Comeback de Kanye dans ce Moi, j'ai tout le temps dit que comme si je faisais un projet de fiction, je voudrais qu'il soit campé en 2016, parce que je pense que c'est une année que, comme juste par des références subtiles, tu peux comme vraiment camper l'univers pour faire comme, ok, comme on est cette année-là. Tu peux la convoquer. Ouais, je pense que c'est un peu l'équivalent de, mettons, dans Stranger Things, qu'est-ce qu'ils font avec les années 80. Mais il me semble qu'il y a eu le moment charnière où Trump est rentré à la Maison-Blanche, mettons, pour la première fois. Aussi, mais non, en fait, il est pas rentré à la Maison-Blanche, c'était les élections. C'est ça. C'était juste avant qu'il s'en aille. Fait que c'était comme en l'automne 2016, il a gagné. C'est juste aussi, vu que c'était une année qui a eu des moments historiques significatifs, c'est comme tu t'en rappelles, tu sais. C'était pas le moment, genre, peak woke? C'est là que woke a breakthrough, genre... Dans le sens que c'est là que le content anti-woke a genre tellement pris de vélocité. Comme... Puis les Pussy Hats, c'est tout ça, là? C'est dans la foulée de Trump. Mais c'est avant que, mettons, avant 2020, parce que 2020, je pense que c'est vraiment 2020 peak woke, là. Post George Floyd, ça c'est là vraiment. Okay, quand les corporations ont commencé à genre vraiment... capitaliser là-dessus. Exact, c'est ça. Mais 2016, c'est comme l'émergence du contre-discours contre ça, vraiment que l'anti-wokisme s'est formé, tu sais. Ah ouais, ok. Comme Jordan Peterson, Ben Shapiro, Steven Crowder, Charlie Kirk. Genre, c'est vraiment là que tout cet écosystème-là, qu'à l'époque, on appelait genre le intellectual dark web. Ouais. Que Joe Rogan, mettons, Joe Rogan 2016, c'est une de ses bonnes années, là, tu sais. Mais je me souviens que moi, j'étais libraire à cette époque-là, puis on avait comme boycotté un distributeur parce qu'il allait publier le livre de... De Jordan Peterson. Non, le gars, Milo Yiannopoulos. Exact, c'est ça, Milo Yiannopoulos. C'est ça, je pense aussi qu'en 2016, Harambe est mort. Pour les gens qui se rappellent pas, Harambe, c'était un gorille au zoo de Cincinnati qui avait été abattu suite qu'il a tué un jeune adolescent de 17 ans qui était tombé comme dans sa cage ou son enclos, peu importe. Puis il s'était fait tuer. C'était devenu une espèce de mascotte de l'Internet. Si les gens, ils priaient pour Harambe. Le slogan, en fait, c'était « Dicks out for Harambe ». C'était vraiment ça que les gens disaient sur Reddit. Puis c'est drôle parce que chaque année, je me fais rappeler sa mort parce qu'il est littéralement mort le jour de ma fête, le 28 mai. Ah ouais. Fait que cette année, les 10 ans de la mort d'Harambe, ça va être un thing, là, comme... Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire, là, mais... Fait quoi, je pense que juste... Faut garder l'œil ouvert, c'est le retour de 2016. 2016 est rendu vintage. Ça veut dire, moi, je suis rendu hunk. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que Timothée a dit dans sa chanson. Timothy about 30. Still sipping 30. Fait que hunk, c'est... Uncle. Uncle. OK.
OK, ben moi, j'ai ma prédiction, c'est comme un out. J'ai dit l'essoufflement du ou de la slop influencer. Quand je dis slop influencer, je veux dire le modèle classique du créateur de contenu. Tu sais, justement, là, peut-être début, quand tu parlais de cette ère-là de Instagram, où il y a vraiment les grands influenceurs classiques qui publient un maximum de contenu générique, des pics de toi aux Bahamas en maillot de bain. C'est pour les gens qui connaissent, c'est Gia Alvarez era, genre. Pour attirer un following, puis ensuite monétiser ce following-là. Je pense que c'est après s'essouffler royalement. Toi, tu parles spécifiquement au Québec? Ben, ouais, entre autres, mais je pense que ça reflète quand même le marché en général, parce que il y a une saturation du marché, il y a une professionnalisation aussi, puis surtout une diversification. Donc là, aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de tout type de créateurs de contenu. Par exemple, il y a un essor de créateurs de contenu qu'on dit comme non-influenceurs, même si c'est des gens qui peuvent être amenés à faire des partenariats, qui vont exploiter plutôt leur expertise particulière pour produire du contenu en lien avec leur expertise. Tu sais, au Québec, on peut penser à Farnell, Morissette. Juste des exemples un petit peu in your face comme ça, là, la MD colorée, médecine de famille. Il y a aussi Annie Archambault, là, son compte, c'est Sur le bord de la ligne, qui est une intervenante de proximité qui va faire du contenu en lien avec ça, justement. Donc, l'itinérance, par exemple. Il y en a tellement là, d'exemples, tu sais, je pourrais y aller. Tout le nutritionniste urbain, le pharmacien, Laurent Turcot. Tu sais, même à la limite, des gens comme Chahine, là, ton ami, il crée vraiment du contenu particulier, des téléréalités. Il y a vraiment une recherche, une professionnalisation, comme je disais tantôt. Fait que c'est comme si on allait peut-être vers ces gens-là plus par rapport à qu'est-ce qu'ils nous disaient sur le monde, donc leur lecture à eux du monde, plutôt que les tendances qui vont suivre, juste le contenu générique. On est peut-être plus spécifique dans notre consommation. Puis ce contenu-là aussi, qui est plus spécifique, qui est lié à une expertise, il a tendance à être plus sticky, comme on dit en anglais, là, tu sais, il est plus accrocheur. Puis même si ça prend plus de temps avant de faire boule de neige, une fois que tu as accroché des gens, ben les gens vont avoir tendance à rester plus longtemps sur ta plateforme. C'est du contenu qui a une plus longue durée de vie. Il y a beaucoup de gens que les gens sont attirés vers leur personnalité, tu sais. Puis là, après, ils s'attachent à eux, puis ils font partie de leur quotidien, genre. Il y a eu comme l'émergence, mettons, une influenceuse comme Samantha Leclerc. Elle a blow up l'année passée. Juste parce qu'elle faisait des TikTok où est-ce qu'elle était comme « Moi, je cherche un grand brun bronzé, blablabla. » Les gens trouvaient son ton pis sa voix comme intéressante puis drôle. Elle a créé une core community. Finalement, elle a trouvé un chum, genre. Ouais. Puis là, je voyais le monde commencer à flip sur elle parce qu'elle avait un chum. Mais tu sais, elle a vraiment connu une espèce d'immense croissance. Fait que je pense que qu'est-ce qui finit peut-être, c'est les gens que tu sais pas trop pourquoi tu suis, tu sais. Fait que c'est ça, le modèle générique, si t'as pas une personnalité X, Y, Z qui est particulièrement attachante, si t'as pas comme une chose qui va vraiment venir te différencier, ben ça va être très difficile de continuer à croître, du moins si t'étais déjà sur les réseaux ou bien d'attirer comme un following. Moi, je pense par exemple à des gens comme Antotran qui produit probablement juste de la pub ou du contenu un peu vide d'intérêt. Illyrio, dont tu parlais tantôt, qui fait de la soft érotisation du corps en maillot et des voyages qui sont non culturels. C'est correct, là, mais c'est juste qu'il y a tellement de ça déjà sur le web que ça devient très peu intéressant. Comme tu disais, ça fait plusieurs années, mais à chaque jour, elle perd plus d'une centaine d'abonnés. Des gens comme Enola Bédard, tu sais, qui étaient passés à Tout le monde en parle, qui font des vidéos de danse, tu sais, qui a des millions d'abonnés. Mais tu sais, c'est tellement indifférenciable, finalement, de ce qu'on peut trouver que c'est sans intérêt. Toute cette mouvance-là dans les médias sociaux, je trouve que c'est quand même concomitant à l'affaiblissement des médias d'information mainstream qui se poursuit. Eux aussi, ils ont un problème de valeur au niveau du contenu, puis eux aussi peuvent produire de l'art ou du slop, tu sais. Eux aussi sont des actants dans un marché saturé, puis eux aussi doivent comme se différencier puis nous proposer quelque chose d'unique. L'idée, c'est qu'ils ont perdu leur centralité. Donc, quand on dit médias mainstream, mettons les médias d'information, c'est un terme qui est plus ou moins juste parce que justement, ils sont plus mainstream tant que ça. Ils sont pas au centre de tout. Ils ont plus le monopole de l'information. Fait qu'il y a comme une perte de centralité, mais il y a aussi, je pense, une perte de confiance qui est pas à négliger pour plusieurs personnes par rapport, par exemple, à la couverture des gros enjeux
politiques comme le génocide depuis plusieurs années, puis aussi plus largement ce qui se passe au Venezuela. Fait que si on se met à écouter Radio-Canada puis qui commence à traiter ça comme manufacturer finalement notre consentement pour un acte totalement illégal, bien, c'est plus facile de détecter un point de vue idéologique dans l'information parce qu'aujourd'hui, on a accès à beaucoup de sources d'informations qui sont très diversifiées. C'est justement le fait qu'ils ont perdu leur centralité qui fait en sorte que leurs paroles s'imposent moins facilement. Puis c'est aussi une histoire d'expertise. Pourquoi est-ce que j'irais, par exemple, lire la chronique tech de la presse qui est souvent, quand je m'y attarde, bourré d'erreurs. Comme je dis souvent, là, tu sais, je l'ai déjà fait dans Café Snack, j'ai déjà donné des exemples qui sont pratiquement des copier-coller de communiqués de presse. Quand je peux me brancher quotidiennement sur des podcasts, des infolettes hebdomadaires de spécialistes de la tech qui savent de quoi ils parlent, puis non seulement ils savent, mais ils ont un rapport critique avec l'information qui est diffusée par les entreprises technologiques. Parallèlement à ça, tu sais, ça, c'est pas nouveau, mais tu sais, tout ce qui a rapport avec les infolettres, Substack, par exemple, tu sais, je pense que, oui, au Québec, il y en a quelques-unes, mais encore, le marché est quand même à développer. C'est quelque chose qui va rester, qui est même... c'est une tendance qui va rester puis qui va se confirmer. La montée, genre, de l'expert indépendant. Le truc aussi, c'est qu'avec les experts indépendants, les créateurs de contenu qui n'ont pas l'impératif de la concision que les médias d'information mainstream ont, parce que souvent, ces médias-là, ben, ils ont des pauses publicitaires, ils ont un format condensé, fait qu'ils peuvent pas se permettre de faire de deep dive. Ça va venir quand même jouer contre eux parce que quand tu veux de l'information de qualité, des fois, t'as pas le choix d'aller faire comme une espèce de réflexion un petit peu plus profonde qui est juste possible dans des formats alternatifs. L'autre problème des médias traditionnels, c'est le modèle diffuseur-récepteur. Donc, c'est comme si eux, les diffuseurs d'informations, ben, il y avait comme une relation vraiment genre unidirectionnelle avec le public. Il n'y a pas de back and forth comme dans une conversation entre, par exemple, le public qui écoute la télé puis ceux qui produisent l'information. Alors que, de plus en plus, dans nos univers informationnels avec les créateurs de contenu, ben, il y a un espace pour l'échange, pour la conversation. De là, le concept de néo-oralité dont je vais parler plus tard. Un out pour moi, puis je pense que c'est un easy one, mais peut-être surprise, je sais pas. Mais je pense que Pierre Poilievre va être out en 2026. Je pense que c'est la dernière année qu'il va être chef du Parti conservateur. J'écoutais Infoman cette année, puis je trouvais qu'il faisait pitié, pour vous mentir. Il essaye vraiment comme d'avoir l'air gentil, puis comme inoffensif, puis blagueur. Il a fait une entrevue, l'autre, avec le fils de Bernard Brinville. Il disait, est-ce que tu as un côté homme rose? Puis il est comme, oui, ma femme dirait que j'ai un côté homme rose. Il essaie même un peu de défaire le mythe de l'homme conservateur full manly, là, que Daphné parle souvent là, de rugged masculinity. Là. Il est comme, il chante Balade à Toronto de Jean Leloup. C'est pas un cowboy solitaire. Il connaît les paroles. Non, mais c'est plus un peu, il essaie de nous... Anyway. Il chante Balade à Toronto? Ouais. À Infoman? Non, à la fucking Lambert Drainville. Anyways, je pense que comment ça va se passer, c'est que le Parti libéral du Canada va continuer à prendre des députés conservateurs. Je pense qu'ils sont à comme 2 ou 3 députés d'une majorité. Ils vont avoir cette majorité à la Chambre des communes, puis ça va faire en sorte qu'il va pas avoir des élections pendant les 3 prochaines années, ce qui va faire que le Parti conservateur va pas pouvoir garder Pierre Poilievre comme chef. Il va pas rester encore chef de l'opposition pendant 3 autres années. Ça va faire 8 ans qu'il est chef de l'opposition. C'est comme, oui, il y a la fatigue du pouvoir, mais il y a la fatigue de l'opposition. Genre, tu peux pas galvaniser des gens, générer du momentum, de l'enthousiasme, quand il y a rien de nouveau puis de frais dans ta face, on la voit depuis 2021. Puis lui, c'est un député depuis Harper. Tu sais, c'est comme... C'est juste ça qui a fait de sa vie, finalement. Basically, tu sais. Fait que je pense que ça va être... il va partir. Puis ça va laisser la place au prochain chef du Parti conservateur, que je pense qu'il va être plus un espèce de chum type. Qui va peut-être remporter... Mais quelqu'un qui a jamais fait de politique. OK. Comme un espèce de Kevin O'Leary, là, whatever, un entrepreneur, genre, qui va arriver puis qui va take-over le parti. Wow. Je pense que ce serait ça. Fait quoi, out Pierre Poilievre. C'est sûr, j'aurais, là, parler de politique, j'aurais pu faire, genre, juste out la CAQ aussi, out François Legault. Justement, j'écoutais Infoman, puis je trouvais que c'était pas particulièrement la meilleure édition d'Infoman, mais je me disais, au moins, François Legault, c'est son dernier moment
pour comme bien paraître, pour avoir l'air drôle, pour comme recapturer un peu comment il avait charmé les Québécois. Puis il répétait la même chose qu'il répète depuis toute la session parlementaire. Il est plus dedans, là, comme... Il fait juste répéter ses talking points. Je sais pas, j'aurais pu mettre facilement lui out, mais moi je pense... En fait, j'espère. Je l'ai pas mis parce que j'espère que c'est lui qui va se présenter aux élections cet automne. Je veux pas que ce soit à quelqu'un d'autre. Je voulais parler du concept justement de la néo-oralité. C'est quelque chose que j'ai entendu parler notamment dans la balado New Model. J'ai l'impression que c'est un concept à retenir qui va peut-être prendre de l'ampleur, là, dont on va peut-être entendre de plus en plus parler au courant de l'année 2026. Qui sait? Ce que je comprends, c'est pas de revenir vers l'âge de l'oralité là, telle qu'elle était dans le passé, mais c'est une oralité post-alphabétisée dans un monde où l'écriture puis l'imprimerie existent, spécifique à l'ère numérique qui réintroduit des traits finalement des sociétés orales, mais dans des formats multimédia, visuels, audio, écrits même, concomitant à ce que j'avais déjà décrit dans un autre épisode de Café Snake, là, la vibocratie. C'est vrai que ça, c'est une petite ligne du temps, là. Fait qu'avant, les humains n'avaient pas d'imprimerie. Fait... Oh oui, c'est ça, j'en ai parlé, là. Back in the days, l'oralité telle que vécue dans le passé, dans les sociétés orales, ben, c'était des sociétés où l'écriture n'existait pas. Non seulement l'écriture, mais le support, l'écriture imprimée sur du papier, ça n'avait pas été inventé. L'écriture qui est une technologie, tout comme l'imprimerie, qui a vraiment façonné notre façon d'envisager le monde. Tu sais, par exemple, si on pense à notre système d'écriture, parce que je sais que c'est pas partout pareil, mais nous autres, on écrit de gauche à droite, sur une ligne droite, ça influence notre façon d'envisager le temps, le progrès, tu sais, le temps linéaire. Nous, on voit ça comme plus on avance dans le temps, plus on progresse. Il y a une logique linéaire qui est appliquée à notre vision du temps, comme si l'humanité se lisait littéralement sur une ligne droite, elle aussi de gauche à droite. Mais on pourrait voir les choses totalement différentes. Là, on pourrait voir ça comme un cycle, par exemple, avec des retours en arrière. C'est comme si on avait pratiquement inventé la façon dont on conceptualise l'histoire avec l'écriture linéaire. L'autre chose aussi, c'est qu'avec l'apparition, par exemple, de l'imprimerie ou du support texte, il y a un détachement dans les corps. C'est-à-dire que moi, je vais dire une information, puis toi, tu peux la lire dans un autre pays une semaine après. Si j'envoie la lettre, je sais pas moi, par pigeon voyageur. Tandis que dans les cultures orales, il n'y a pas de distance entre les corps. Il faut que tu sois en même place que moi, au même moment, corps devant corps, corps à corps, pour avoir l'information que je vais te raconter oralement. Il y a une idée de conversation, de résonance des corps. Les cultures orales, justement, ça privilégie l'effet d'immédiateté en même temps, au même moment. La mémoire collective, par exemple, on va se transmettre les informations à travers des contes, des chansons, toute l'idée des troubadours, tu sais, le fait que justement, ces chansons-là, ces poèmes-là, ben, avaient des rimes. Ben, l'idée des rimes, c'est un support mnémotechnique, là, fait qu'on va s'en rappeler plus facilement. Puis là, comme ça, ben, on va chanter, diffuser la bonne parole. On vit l'information, tu sais, au lieu de la transmettre à travers le temps et l'espace, le corps est là. Ce que les gens disent, finalement, c'est qu'on rentre dans une phase d'oralité secondaire parce que les environnements médiatiques qu'on occupe, ils vont simuler des caractéristiques de l'oralité telle qu'on la connaissait back in the days, là. Tu sais, je parlais tantôt de l'idée de conversation, de back and forth, qui est pas présent, par exemple, dans l'idée du livre. On peut voir ça, par exemple, dans les dialogues qui sont toujours en flux, tu sais, entre, par exemple, le streamer puis son audience. Contrairement, tu sais, à l'oralité classique, là, je parlais des corps qui reposaient sur une présence, tu sais, incarnée dans les corps, ben la néo-oralité, elle se propage à travers les écrans, les memes, les live streams. Puis quand on parle des memes, c'est intéressant parce que la mémétique, ça peut être entrevu comme une façon mnémotechnique, là. Tu sais, dans le temps, on utilisait des rimes pour transmettre des poèmes, des contes. Il y a une résonance, on les répète, on les martèle de la même façon que les mimes. Fait qu'une info qui circule à l'ère de la néo-oralité, c'est une information qui est mémétique. Puis il y a aussi un aspect viscéral, tu sais, il y a le corps qui est engagé plus que la raison, la réflexion. C'est à peu près ça l'esthétique
qu'on voit là, de la post-vérité. Quand on dit post-truth là, dans les médias, c'est pas que la vérité existe pas puis qu'on n'est pas capable d'atteindre la vérité. C'est qu'on n'a pas recours à la vérité pour convaincre les gens. Tu sais, pense à Trump, on a recours aux émotions, au théâtre, à la défiance. Fait que, par exemple, si lui, il dit un mensonge, c'est pas grave si c'est un mensonge, même si on sait que c'est un mensonge. Ce qui est important, c'est que quand il fait ça, ce qu'il met en scène, c'est l'idée de la transgression, de la bravade, puis c'est ça qui est important. Un autre exemple, là, il a attaqué puis kidnappé illégalement Maduro, là, dirigeant du Venezuela. Il n'est pas obligé de trouver une raison valide, convaincante pour convaincre la communauté internationale que ce qu'il fait, c'est la chose à faire. Ce qui est important, c'est vraiment le spectacle, les edits de l'opération qu'il a fait avec de la musique rap. Là, je sais pas si tu as vu, mais sur TikTok, la Maison-Blanche poste beaucoup là-dessus. Les photos aussi de Maduro qu'on voit qui est en train de se faire exfiltrer, qui a les yeux bandés, c'est les vibes. C'est pour ça qu'on parle de vibocratie. Puis même Trump qui a dit, je pense, dans les médias, là, j'ai noté, je voyais ça ce matin, il a dit « I watch literally like you are watching a television show ». Donc, il a regardé l'opération. Il dit « It was an amazing thing ». Fait que tout est fait pour le spectacle, finalement. Comme je dis, la néo-oralité, ça privilégie l'immédiateté, comme back in the days, plus que l'espèce de réflexion, l'argumentation logique. Ce qu'on veut, c'est avoir une résonance émotionnelle partagée à travers les gens plutôt que vérifier de façon froide des faits détachés. Puis là, il y a une des chercheuses, là, donc si vous cherchez en ligne néo-oralité tout ça, qui a quand même écrit des papers là-dessus, qui s'appelle Jacqueline Fend, F-E-N-D-T, qui va dire aussi que la néo-oralité, c'est pas nécessairement propre à l'Occident, by the way. Non, c'est une condition médiatique transculturelle, donc à travers le monde, qui est enchâssée aux infrastructures médiatiques, aux plateformes Internet qu'on utilise. Ben, il y a plusieurs facteurs qui vont amener ça, notamment le fait qu'on vit dans une économie affective, justement, les structures qu'on utilise privilégient les émotions. Puis l'idée aussi que, comme je dis, l'effondrement de la décentralisation des médias, c'est le fait que il n'y a pas maintenant du gatekeeping pour le savoir, le gatekeeping épistémique qui existait avant dans l'ère de l'imprimé, il n'existe plus aujourd'hui. Fait qu'il n'y a pas de monopole. Mais c'est pas une affaire de culture, c'est vraiment, il faut penser à l'infrastructure, vraiment l'architecture des plateformes qu'on utilise. Puis pourquoi il y a une logique affective, il y a une logique performative en temps réel? Pourquoi est-ce que la néo-oralité prospère autant? C'est parce qu'elle est amplifiée, parce qu'elle est façonnée, privilégiée par les plateformes Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, qui privilégient la viralité à la cohérence et à la raison, par exemple, et à la résonance affective plus que la raison. Je veux rajouter quelque chose là, dans une conversation. J'écoutais un autre chercheur qui parlait aussi, c'est intéressant, tu sais, toute cette idée de back and forth, de conversation finalement dans l'oralité. Ben, tu pourrais dire que c'est pas juste une conversation entre deux personnes, ou genre le diffuseur puis le récepteur. Il y a comme un troisième acteur dans cette conversation-là, puis on pourrait dire que c'est l'algorithme. Puis l'algorithme, il va toujours s'ajuster en temps réel en fonction de l'input puis de l'output. Donc, peu importe si c'est l'engagement, les commentaires, les emojis, les likes, donc tout ce qui arrive en temps réel, va venir apporter du poids algorithmique et il va nourrir l'espèce de boucle de rétroaction qui va venir influencer finalement la circulation des informations. J'espère que j'ai bien expliqué. Moi, je pense que le looks-maxing est in. Qu'est-ce que je veux dire par looks-maxing? C'est une niche culturelle d'Internet qui se veut comme une science. La science d'être beau, de s'améliorer physiquement, de tout le temps strive vers la perfection visuelle, en tout cas, ou faciale, peu importe. Les looks-maxers, c'est une communauté qui est quand même active sur Internet depuis presque 10 ans, justement. Il y a quand même plus d'engagement récemment. C'est ça, je vais faire un peu... qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières semaines, c'est que
Il y a un influenceur Lux Maxer qui s'appelle le Claviculeux, un peu comme clavicule, mais lui il s'appelle Claviculeux. Comme claviculaire. Claviculaire. Qui on pourrait dire que c'est un influenceur, disons, si on voulait le catégoriser politiquement, je dirais plus qu'il est libertarien, disons. Mais c'est sûr que en ce moment, il y a des clips de lui que n'importe quel côté du spectre politique, l'adulte, disons, sont d'accord avec lui. C'est ça qui est quand même drôle. Là. Tu peux voir des gens comme Asanabi rire à un clip de Claviculeux, puis des gens comme Nick Fuentes qui a fait une entrevue de 2 heures avec. Mais ça veut pas dire que Hassan est fan de Claviculeux, il est fan de ce qu'il a dit dans ce clip-là, tu sais. Mm-hmm. Fait que je pense que c'est ça qui est quand même intéressant. Puis lui, il essaye vraiment, puis il nomme directement que oui, il y a eu la vague Lux Maxeux, qu'on a parlé un peu même dans Café Snake, comme de 2022-2023, où est-ce qu'on parlait beaucoup de mewing, même les kids dans les écoles là, qui passaient beaucoup leurs mains sur leur menton. Moi, j'avais acheté... Sigma. J'avais acheté des gommes à mon nez. Ouais, Daphné m'avait acheté des gommes à Jawline. C'est comme des gommes dures à mâcher, puis c'est censé muscler ta bouche, là. Puis là, lui, il dit que toute cette era de montée en popularité du Lux Maxing était déconnectée de la vraie culture, des vrais gens sur les vrais forums de Lux Maxeux. Parce que quand tu fais un peu une recherche sur de où est-ce que ça a émergé, tout ça part, encore une fois, d'un moment de l'Internet qui est quand même fatidique. C'est quand Reddit a décidé de bannir plusieurs subreddits qui ont défini comme hateful. Ça s'est passé, encore une fois, au milieu des années 2010. C'est un gros tremblement de terre sur Internet. Je me rappelle, ça avait comme vraiment causé beaucoup de troubles sur Internet. Ils avaient décidé de déliter des subreddits favoris de la communauté comme Fat People Hate. Donc, c'était un subreddit où on hatait les gros. Il y avait un subreddit qui s'appelait Watch People Die, où est-ce que c'était juste des vidéos de caméras de surveillance qui avaient capturé des morts accidentelles. Fait que c'était juste genre les gens, il y avait une fascination morbide pour voir des gens mourir. Puis ils ont décidé de bannir aussi incel. Parce que faut comprendre que les Lux Maxeux, c'est un outgrowth de la culture des incels, donc des célibataires involontaires. Ouais, sûrement qu'ils se disent, ben si j'investis dans ma transformation corporelle ou faciale, ben peut-être que je vais pouvoir me trouver une chicks. Ben c'est ça, c'est cette espèce de renoncement à ce qu'il y a quelque chose dans ta personnalité ou de comment tu envisages les relations sociales qui fait en sorte que tu n'arrives pas à avoir des amis ou une blonde, puis que c'est forcément à cause que t'es laid, genre. À cause que t'es pas assez... Mais moi, tu sais, by the way, Claviculaire, là, il est vraiment jeune, hein. Il a 19 ans. C'est ça. Mais il a commencé à prendre la testostérone à 14 ans. Fait que c'est pour ça qu'il a l'air autant... Hein. Ouais, mais non seulement il prend de la testostérone, mais il utilise la méthamphétamine. Ouais, c'est ça, je m'en reviens dans... OK. What drugs do you take in a day? I'm taking testosterone every single day. I take minoxidil for my hair. I take dutasteride for my hair. I take 7.5 milligrams of Accutane a day. I use crystal meth as a stimulant and Tolene Max. It's much more mild than Adderall, actually, and I'm pretty much using meth for Hollow Cheek. Fait que c'est ça, quand Reddit a décidé de bannir ces subreddits-là, il est arrivé que ce que tout le monde disait qui allait arriver est arrivé, c'est que ces gens-là, ils n'ont pas arrêté de se rassembler, ils ont créé des forums sur d'autres sites, ils sont retournés sur 4chan, ils ont créé d'autres espaces numériques pour se rassembler, puis dont un site web qui s'appelle luxmax.org, qui est comme devenu une espèce de repère pour cette culture-là, un repère où est-ce que Claviculeux est actif depuis qu'il a 14 ans. Donc, ouais, lui, c'est la Marcus Small, le gars qui a créé ce site-là, c'est le même qui a créé le site incel. Je sais pas quoi, là. Oh wow, ok, ouais. Tu vois. Fait qu'il y a vraiment comme des canaux communicateurs entre les deux sites. C'est ça, puis tu sais, je vais mettre une espèce de vidéo essai de Turkey Tom dans les notes de l'épisode qui a fait un espèce de deep dive histoire de Claviculeux. Donc là, si vous voulez toute l'histoire que je vous raconte à lui, mais c'est pas tant important, c'est juste que lui, vraiment, c'est un produit de cet écosystème numérique des années 2010 puis 2020. Comme il est très jeune, même les années 2010, pour lui, c'est lointain. Là. C'est comme vraiment... en 2020, justement, il avait 13 ans. Fait que c'est comme vraiment... C'est un produit presque même des années 2020 sur Internet. Il achetait des stéroïdes à 15 ans, à 16 ans. Il se fracassait le visage avec un marteau qui s'appelle du bone smashing pour favoriser la reconstruction d'os puis élargir son visage. Façonner ses cheekbones. Ouais, créer une structure faciale
plus masculine. Tout ce monde-là du looks maxing, quand tu vas vraiment dans l'espèce de culture un peu comme... En fait, pas un peu vraiment nerdy de toutes les mathématiques puis termes biologiques puis biométriques qu'ils utilisent. C'est ça qui, je pense, qui a commencé à fasciner les gens parce que chez Claviculeux, il y a comme une espèce de... Puis là, les gens vont trouver ça dérogatoire, mais... whatever, il y a comme une espèce de qualité comme un peu genre autistique, genre. Obsessif, peut-être? Ouais, obsessif, whatever le terme. Que genre, comment qu'il peut réciter des os, des parties du corps, des muscles du visage. Puis c'est ça qui a fait en sorte qu'il a connu une émergence mainstream dans les 3 dernières semaines. C'est des clips de lui qui fait des reviews, qui donnent des scores à des visages du monde qui sont comme connus. C'est ça, parce qu'il y a vraiment une échelle où ils vont se noter collectivement. Ils vont dire, toi, t'es un ci, ça, C'est ça, le PSL score. Ou un score. Puis, mais juste comme le processus de comme nommer les défauts de quelqu'un, quand il le fait, ça a pas l'air de quelqu'un qui te traite de laid. Tu comprends même pas qu'est-ce qu'il veut dire. Il est comme le plus souvent là, she got upper maxilla, that's a little bit retreated, whatever. Tu sais, il nomme des os que tu t'as aucune idée c'est quoi. Fait qu'un des premiers clips qui est devenu viral, c'est lui qui fait une espèce de review du visage de Sydney Sweeney devant Michael Knowles, un host du Daily Wire qui est comme genre C-tier, genre c'est la... Tu sais, c'est même pas... il est même pas dans les A ou dans les B du Daily Wire. Là. Michael Knowles, c'est genre un des pires interlocuteurs du Daily Wire, tant qu'à moi. Là, c'est lui que j'aime le moins, parce que je le trouve tellement pas bon. What are we talking about by hot? Like good looking? Like some people think that like Sydney Sweeney is extremely attractive. I would say, I don't want to scandalize anybody, married man. I would say Sydney Sweeney is very attractive. I would say that she's pretty malformed. Her upper maxilla is extremely recessed, right? She's got the eyes of doom with no infraorbital support. She's really not that much of a looker in her face. I think that a lot of people with brains find her attractive because of her body. I don't have porn brain. I don't know. Well, you're telling me that if a guy finds Sydney Sweeney attractive, he's got to have porn brain? I think that she's above average in looks, but certainly not that like, you know. No, you said she's got a sunken suborbital. I forget the words that you said. Yeah, she's got a recessed infraorbitals and a recessed upper maxilla. You're telling me you go to a bar. I'm just saying she's not the pinnacle of looks that I'm talking about to actually succeed on social media. She's average to above average. Mais moi, je trouve que ça peut ressembler à une vieille pseudo-science limite raciste là, qui s'appelle la physionomie. Ben, c'est que tu dis ça, mais claviculeux est littéralement comme raciste. Donc, c'est une science qui a pour objet la connaissance du caractère d'une personne d'après sa physionomie. Physionomie. Mais claviculeux, justement, lui, comme il dit le N-word dans ses streams, genre, okay. Il s'en fout, c'est un peu, il suit le courant de Nick Fuentes de juste, comme maintenant les Blancs devraient avoir le droit de dire le N-word, genre, c'est vraiment, il y a même des clips de lui qui est comme, ce gars-là, Marlon est plus beau que vous, il est comme, ouais, but he's black, tu sais, c'est comme, il y a plein de clips de lui. Puis il prend de la meth pour s'embellir, c'est ça? C'est ça, mais la façon qu'il présente tous ses comportements décalissants puis nuisibles pour sa santé, avec son ton de voix puis son espèce de qualité un peu de genre justement comme s'il était tellement trop obsessif là-dessus puis comme calculé puis il essaie de rechannel genre Patrick Bateman de American Psycho, genre il essaie d'avoir l'air de ça fascine les masses. Puis là quand il a dit que Sydney Sweeney était pas tant belle, c'est devenu extrêmement viral sur Twitter. Puis ensuite il a dit qu'il voterait pas pour J.D. Vance pour être président contre Gavin Newsom parce qu'il dit que J.D. Vance, c'est un subhuman fat guy. Yeah, but I mean, like this next election cycle, who's going to win? It's going to be Gavin Newsom against J.D. Vance because J.D. Vance is subhuman and Gavin Newsom mugs. J.D. Vance is subhuman? Yeah. What makes you say that? He's got a very short total facial width to height ratio. He's obese, very recessed side profile. Whereas Newsom is like 6'3" Chad. So JD's very tall. JD's got to be 6'2", 6'3". Gavin Newsom obviously mogs him to death. So you're a Newsom head. You prefer Newsom to the vice president. I'm just telling you who's going to win. Do you prefer him though? Honestly, it's hard to say, but Newsom
being that much more of a mogger. And like having a president who's like fat and especially that young. You think I don't think he's fat. I would say he's a bigger guy for sure. It's just embarrassing. Like, how are you fat and you expect to like lead a country? You can't even be in shape, you know? Mais c'est ça, il est en train d'analyser finalement une personne en fonction de paramètres physiques, de mesures physiques. C'est ça, donc là, c'est comme ça qu'il y a eu la notoriété sur Twitter. Tu sais, dans cette même entrevue de 2 heures que j'ai presque checké au complet avec Michael Knowles, en est un clip vraiment incroyable où est-ce que Michael Knowles du Daily Wire commence à dire « Ah ouais, tu sais, les liberals, quand ils ont essayé de nous faire leur affaire avec les trends, puis ils étaient fâchés contre nous parce qu'on avait genre juste basic common sense, puis là, on a fini par gagner. » Puis là, genre, il y a comme un silence parce qu'il s'est full emporté sur les trans, l'autre, le host. Puis là, Clavicular fait juste le checker, puis il dit « Ouais, mais tu vois à quel point tu viens de spike ton niveau de cortisone en parlant des trans? » I just don't think it's necessarily a bad thing to just advocate for your average person to only concern themselves with their own. To me, that's the big cope. I agree with many of the observations you're making about the society, but the big cope, you heard this with like the libs when they were trying to push the trans stuff and they were upset that some of us were pushing against it. And they said, how does this affect you? You know, you're walking out. It's basically your society is Sodom and Gomorrah. And they say, well, how does it affect you if I decide I want to like castrate little kids in the school and redefine marriage and slaughter babies and sacrifice them to Moloch? And how does that affect you? You just mind your own business. And I think, how about I don't mind my own business? How about my business is my community and I have a right to enforce standards and norms that are good and traditional and conducive to flourishing? And how about you mind your own business? But the problem is, you see what you just did there is you spiked your cortisol thinking about transgenders. Will that max anything on me? No, that's a very catabolic hormone. So, mais il y a quand même quelque chose dans cette mouvance de Luxmaxer qui peut faire penser à des soins d'affirmation du genre. Là, ben, c'est ça que les gens disent. Des hormones. C'est qu'avec lui, il est man-to-man trans. Tu modifies ton corps. Mais c'est ça, puis tu sais, lui, il y a eu plein d'événements, plein de controverses. Il a été banni de Kick parce qu'il a roulé sur quelqu'un en char. Genre ouais, en c'est live. Une crapule. Mais c'est ça, c'est juste un IRL bonhomme bête de foire qui fascine les masses. Puis ça, c'est comme juste, il va tout le temps avoir des nouveaux streamers qui vont émerger, qui vont avoir un wave comme ça, puis qui vont partir éventuellement. Sous la néo-oralité. C'est ça, puis en fait... On veut des vibes, on veut de l'émotion, on veut pas quelque chose d'autre que ça, là. Puis je vais juste profiter de ce moment-là où est-ce qu'on parle de Luxmaxing, parce que quelqu'un comme... on associerait peut-être quelqu'un comme Andrew Tate à ça, mais Andrew Tate n'est pas associé à ce genre de mouvement-là, il vient pas de ce genre de niche internet culture, il est beaucoup plus vieux, genre il vient d'un autre monde, puis Andrew Tate est genre complètement out aussi cette année, tu sais, c'est comme, il a perdu son combat de boxe, déjà à la base, il fait un combat de boxe parce qu'il n'y a pas d'argent, c'est ça que les gens ils disent pas, fait que moi je veux juste dire de quoi live, parce qu'on parle au Québec là, comme Andrew Tate a pu été in depuis 2022. Pourtant, là, quand tu vas voir des gens qui vont parler de masculinisme dans les médias au Québec, vont dire « Ah oui, les adeptes d'Andrew Tate. » Yo, Andrew Tate, c'est fini en 2022, genre. Comme, vous êtes pas... Tu sais, vu que ce nom-là a réussi à rentrer dans la discussion publique québécoise, on va le réutiliser quand il décrit plus la réalité. Là. Ouais. Il y a plus un kid de 16 ans qui est comme « Ah ouais, Top G, je veux être... » C'est un moment très précis dans le temps qui est arrivé sur un build-up de 8 mois, puis que là, genre, est complètement comme fini. Là, il s'est fait humilier devant toute l'Internet. Genre, il y a plus personne qui va comme regarder à... Peut-être dans 5 ans, on va être nostalgique du moment où est-ce qu'il était comme on top of the world, mais c'est comme fini, genre. Maintenant, le monde, ils veulent claviculer. On dirait que c'est de plus en plus glauque. Ouais, non, mais c'est ça que je parlais avec mon frère, c'est comme... Genre, l'Internet va continuer, on a eu Nick Fuentes l'année passée, va continuer, pendant que les États-Unis s'en vont dans cette espèce de Trump era, genre, va continuer à nous sortir des personnages de plus en plus saugrenus, genre, un après l'autre, genre. Puis tout ça, inspiré de, comme, culture web des années 2010, comme culture, 4chan. genre, 4chan, genre, c'est ça, les deux seuls terreaux où est-ce que la pop culture ou la pop culture politique américaine prend des références, c'est 4chan 2015 puis la culture afro-américaine. Mais c'est genre les deux. Au sujet de 4chan, moi, je l'ai déjà recommandé à Café Snake, mais je le recommande. C'est un petit livre que j'ai lu l'année passée qui est pas nouveau, là, mais justement, ça couvre ces années-là sur 4chan. Ça s'appelle « Kill All Normies ».
Ça parle de la montée, là, de ces mouvances. Puis c'est écrit par Angela Nagle. C'est vraiment... je pense que c'est Zero Books, la maison d'édition. En tout cas, je mettrai ça dans les notes, mais à lire pour ceux et celles qui veulent vraiment un bon résumé descriptif. Moi, justement, parlant de courant, de culture Internet, je pense qu'on va entendre de plus en plus parler, je sais pas dans les médias québécois, mais du moins peut-être les médias spécialisés en culture Internet américain, le terme « black-pilled » ou même « black-pilled accelerationism ». Mais tu vois, comme Claviculus, il a dit dans une entrevue que c'est un accélérationniste. Ouais, ben c'est ça, mais c'est important de faire la distinction entre différents types d'accélérationnisme parce que ça devient quasiment un terme galvaudé, là. Parce que, tu sais, il y a les tech bros qui mettent de l'avant un type d'accélérationnisme par rapport à la technologie, mais il y a aussi une forme d'accélérationnisme qui est populaire en ligne, particulièrement chez les jeunes, qui a plus rapport avec une forme de nihilisme. Puis c'est ça, c'est en regard de certains événements qui s'étaient passés durant l'année, surtout aux États-Unis, notamment les tueries de masse où les gens écrivaient des trucs sur les cartouches, là, même le tueur de Charlie Kirk, tu sais, des inscriptions qui faisaient référence à des mimes Internet, un peu ironiques, là, tu sais, dans la vibe je vais te tuer, mais je vais mettre un petit chaton ironique sur ta balle. J'ai entendu pas mal parler de black-pilled, puis en particulier de black-pilled accelerationism, qui devrait potentiellement être amené, c'est ça, à être couvert davantage si justement il y a d'autres tragédies du type. Puis il y a un autre terme aussi qui est, je pense, assez semblable que j'ai entendu, c'est l'accélérationnisme militant. On parle d'un mouvement qui serait décentralisé, d'extrémistes violents qui prônent puis qui incitent à commettre différents types d'actes de terrorisme, par exemple une tuerie de masse, contre l'Occident dans le but d'accélérer l'effondrement de la société. Quand on parle justement d'accélérationnisme militant, c'est important le terme militant ou mettons, on pourrait remplacer le militant par black-pilled parce que ça vient justement distinguer ce type de mouvance-là à l'accélérationnisme contemporain technologique. Fait que c'est ça, c'est toute une mouvance, tu sais, qui prône le chaos, semer le chaos, la terreur dans les sociétés pour accélérer un effondrement qui serait de toute façon inévitable. Puis pour ce faire des actes de terrorisme intérieur, des attaques contre des infrastructures, déraillement de trains, de marchandises, blablabla. C'est pas aussi un courant, le black-pilled, à assimiler directement à la droite. Si tu penses à, justement, Charlie Kirk, ben, tu sais, le nationalisme chrétien de droite, lui, il vise à reprendre le pouvoir, contrôler les institutions, alors que l'accélérationnisme black-pilled ou militant, il vise à dégrader les institutions. Puis je vais mettre dans les notes une vidéo succincte, là, je pense que je l'ai peut-être déjà référencée, mais c'est d'une fille qui s'appelle Cy Canterell, qui est une penseuse sur Internet que j'aime bien, puis vraiment, je trouve qu'elle résume super bien c'est quoi le mouvement en 8 minutes. C'est des 8 minutes super bien investies. Je voulais aussi souligner le lien entre les black-pilled accelerationnistes puis les incels, justement. Parce que les gens qui prônent cette mouvance-là, même si c'est un mouvement décentralisé, ils vont des fois aller sur les forums d'incels, ils vont se faire passer pour des incels, puis ils vont essayer de convaincre ces jeunes hommes-là que l'effondrement de la société, la violence de masse, c'est une façon justement d'arriver au chaos, mais de parvenir aussi à une société effondrée où les incels seraient capables ou libres de, par exemple, violer, torturer les femmes à leur guise, tu sais. Puis le langage aussi qui est souvent utilisé, c'est vraiment le langage des mimes puis de l'ironie. Juste faire le décompte, là, fait que là, t'as black-pilled, qui est comme « je crois en rien, je suis nihiliste ». T'as blue-pilled, qui est comme je prends la blue pill, je reste assouvi je fais une vie dans le système comme il est, je trouve mon bonheur là-dedans. Red pill, c'est genre je vois toutes les incohérences, puis tout comment le monde va mal, puis là, il faut le changer. Puis white pill, qui est comme finalement j'ai vu la vérité, c'est Dieu la solution, je donne ma vie à Jésus ou à peu importe religion, puis comme c'est Dieu mon sauveur. Bon. Ouais. Choisissez votre pilule. Fait que là, je vais faire rapidement mes 2 in qui se prennent pas beaucoup de temps à développer. C'est juste que je veux qu'on garde ça en tête. Ben, je pense que ça va être des grosses choses des gros moments cette année. Il y a GTA 6, Grand Theft Auto 6
qui devrait sortir avant la moitié de 2026. J'ai hâte de voir, là, comme ce jeu, ça fait 10 ans qu'on attend la version 6. Il y a tellement eu de développement dans le jeu en ligne depuis que la dernière version GTA V est sortie. En fait, qui a un peu shapé tout l'univers du jeu en ligne là, avec le roleplay de GTA qui est devenu tellement populaire pendant la pandémie, qui a donné l'émergence à tellement beaucoup de streamers, qui a tellement généré beaucoup de culture en fait, puis de discussions de GTA V. Moi, j'ai même vu un film là, qui est Hamlet dans GTA. Tu sais, c'est ça, fait que là, le 6 est supposé être le phénomène jeu vidéo de l'année. Je me demande si ça va flop, est-ce que ça va pas flop, j'ai hâte de voir. Et un autre que j'ai dit dans les lignes ouvertes, mais c'est pas tout le monde qui écoute, by the way, allez écouter les lignes ouvertes, c'était bon. Les débats filmés. Je pense que au Québec en particulier, je pense que cette année, au Québec, surtout année électorale, je pense qu'on va voir l'émergence de beaucoup de débats, mais surtout de clips de débats qui vont être partout sur Internet, que ce soit filmé par les médias d'héritage ou filmé par des chaînes YouTube indépendantes ou dans un live TikTok. Je pense qu'on va voir l'espèce de culture du dunk on each other. Ça veut dire avoir un clip où est-ce que t'as vraiment montré à quel point quelqu'un a pas raison puis l'autre s'humilie un peu. Tu l'as cassé, genre. Ouais, c'est ça. Je pense que ce genre de contenu-là qui a été très populaire aux États-Unis à plein de moments différents, mais pendant les dernières élections, là, comme Jubilee était dans une grosse run, je pense qu'avec une chaîne YouTube qu'on avait parlé justement dans les lignes ouvertes, ou je pense dans le dernier épisode qu'on a fait qui s'appelle Le Politique, là, qui a fait une vidéo avec Rémi Villemur qui s'appelle Un souverainiste versus 4 fédéralistes, ou même justement Étienne Alexandre Beauregard et Jonathan Durand-Folco qui font un simili de débat, là, mais c'était pas vraiment un débat, là. C'était une discussion filmée où est-ce que les deux donnent leur point de vue un à côté de l'autre, là. Il y avait pas vraiment de moment de grand débat. Il n'y avait pas de fiction de confrontation réelle? Non, c'était juste comme vous voyez, on peut bien s'entendre. Fait que ça, je pense que c'est à côté. Je sais pas comment ça va s'exprimer. Ça va prendre de l'ampleur là, dans notre univers médiatique à nous. Jusqu'au référendum, là, même plus loin que les élections. Au référendum? OK. Pour mes 2 derniers out, j'en ai un parce que cette année, l'année dernière, 2025, a été l'année où est-ce qu'on a vu comme l'émergence de tellement beaucoup de résumés d'actualité. Puis là, s'informer, c'est cool, comme dirait quelqu'un qu'on connaît. Mais là, moi, qu'est-ce que je veux dire? C'est pas juste des influenceurs, whatever, comment ils s'appellent, c'est les médias, là, que ce soit RAD, que ce soit Nouveau, que ce soit La Presse, 24 heures, Devoir. Tous les médias ont commencé à nous faire des vidéos de 2 minutes et demie parce que voici qu'est-ce qui s'est passé cette semaine. Puis je trouve ce format tellement brain dead. Mais genre, je comprends que ça aide les gens à suivre qu'est-ce qui s'est passé. Mais ça fait quoi, suivre qu'est-ce qui s'est passé dans une vidéo de 2 minutes et demie? Tu prévois vraiment que c'est out ou c'est un wishful thinking? Moi, je pense... Tu veux, toi... Non, moi, je pense que mon vrai take, ouais, c'est que ça va diminuer en vélocité algorithmique, genre. OK. Je pense que qu'est-ce qui va prendre plus d'ampleur, c'est les reportages. Un sujet pendant 2 minutes et demie. Pas 4 sujets. Je comprends que Hugo Décrypte fait ça en France, puis ça fonctionne bien. Ouais. Genre, je suis d'accord. Peut-être qu'une personne va avoir... Peut-être que son AliExpress à elle, Alexandre Relais, ça va pick up. Mais les autres, on peut pas avoir 8 vidéos qui sortent de même le jeudi, genre, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Peut-être, comme, moi, je trouve que c'est une perte de temps. Ouais, ben, peut-être que les gens sont, tu sais, comme je parlais de l'univers médiatique, une façon de se distinguer, c'est d'avoir vraiment, par exemple, dans les médias d'information dits traditionnels, ça serait de faire du journalisme d'enquête, de proposer quelque chose que personne d'autre fait. C'est ça. Fait que moi, je pense que si t'es un média comme La Presse, que ça paraît que cette année, il y a eu un gros repositionnement. Ils ont finalement acheté des caméras, des bons téléphones. Ils font du contenu sur le web. Mais Live la course, le vrai compétiteur qui est comme facilement joignable, c'est RAD. Faire des longs reportages, terrain, ça, il y en a pas d'autres, genre. Puis de mettre ces reportages-là sur TikTok, sur Instagram. Sur YouTube. Non, sur YouTube. YouTube. C'est là que le vrai terrain de jeu. C'est pas TikTok puis Instagram. Je comprends que ça fait des belles stats. Ouais. Mais anyway. OK, intéressant. Ben moi, j'ai noté un in qui est pas tant jouissif pour moi, personnellement. Puis c'est quelque chose que ça fait super longtemps que moi et Mounir avons noté. Je dirais même dès le début de Café Snake. Fait que
Est-ce que c'est déjà passé date? Je pense pas. Je pense que ça continue. La ressurgence des cigarettes, des clopes, illustrée notamment par la drag queen Sammy Landry, là, qu'on a vu récemment dans Drag Race Canada, et son slogan qui est « T'as-tu des cigarettes? » As-tu des cigarettes? Donc, elle fait vraiment partie de sa persona de scène, les cigarettes. Mais c'est visible aussi depuis au moins 2 ans au sein de la pop culture avec des stars comme Charli XCX, toujours la clope au bec, Paul Mescal, Addison Rae qui parle de tabac, de cigarettes dans ses chansons. Dans des productions québécoises, je pense par exemple à Empathie qui a connu beaucoup de succès au Québec. Donc, il y avait beaucoup de cigarettes, de pauses cigarettes, de moments de discussion de cigarettes. Même dans les pages de mimes québécois, donc des lignes de... Je sais pas pourquoi les mimes, la page de mimes Berry-UQAM, pendant un bout, faisait beaucoup de mimes sur les cigarettes dans le métro. Mais les cigarettes, c'est la ligne jaune. C'est ça, puis comme des paysages ou une réimagination de la ligne, des lignes de STM, des stations de métro qui seraient faites entièrement en cigarettes. Il y a des hit girls aussi qui présentent des cigarettes, tu sais, qui mettent les cigarettes à l'honneur dans leur mariage, tu sais, que tu vas voir comme les invités, ils ont des plateaux d'argent remplis de cigarettes. Il y a un charme rétro, analogue quand même à la cigarette, si on pense à toutes les espèces de vapes qui sont sortis, qui ont connu une popularité peut-être après une descente. Peut-être que c'est, contrairement au vape, justement, la cigarette, c'est vraiment un acte de socialisation aussi, d'aller fumer. On a un face-à-face, on parle. Mais surtout que cette génération, mettons les jeunes Gen Z, ils ont grandi de un sur les Juul au début, qui étaient full populaires. Après, justement, les petites vapes. Puis les vapes, c'est tellement dégueulasse comparé aux cigarettes. Genre. Fait que je pense que ça a vraiment été ces outils-là qui ont été pitchés comme des outils d'arrêt de tabac, ça va avoir été des portes d'entrée à la nicotine pour la... Fait que là, finalement, t'arrives à 20 ans, tu vas pas continuer à fumer des petites affaires en plastique, là. Tu vas fumer une clope comme du monde. Là. Il y a aussi cette idée de contact social, puis on parle souvent de la disparition des tiers-lieux, des lieux de socialisation, tu sais, comme par exemple, quand j'étais ado, le mall, le mail, genre le mail Champlain, on allait là, puis on vagabondait, ben comme s'il y avait plus ça pour les jeunes. C'est pour ça qu'il y a eu toute l'idée des Sephora Kids, puis les enfants, les pré-ados qui allaient dans les Sephora. Ben, la cigarette pourrait être perçue comme justement un tiers-lieu. Justement, dans les nouvelles, là, cet automne, il y a un vieux monsieur de 75 ans qui avait organisé un meeting de fumage de cigarettes à New York. Fait qu'il avait comme invité les gens à venir le rejoindre pendant 5 minutes pour fumer un vendredi, le 21 novembre. Il avait fait des posters, je pense qu'il avait collé un peu partout dans la ville, puis c'est devenu viral. Il y a genre entre 1500 puis 2500 personnes qui se sont pointées pour fumer. Fait qu'il y a quelque chose de l'happening, genre, derrière ça. Puis je pense que plus largement, on pourrait dire que ça signale peut-être un retour vers l'analogue, les technologies plus analogues, justement. Qu'est-ce qui est pas gadgety? C'est comme si on voulait le poison classique. Peut-être que cette année, on va privilégier justement des trucs un peu plus physiques, qu'on va essayer d'être moins en ligne. J'ai vu aussi la ressurgence des zines. Par exemple, il y a plein d'organisations médiatiques un peu plus underground ou indépendantes qui ont sorti des zines cette année. Mais quand tu parles des zines, c'est pas les zines de nicotine. Non, des fanzines. Tu sais, des petits magazines imprimés. Tu parlais de club juste avant. Des magazines artisanaux. D'ailleurs, on avait eu cette idée-là, moi puis Mounir, on était comme, hey, on devrait faire un zine Café Snake, puis comme avoir une table à exposer. Mais malheureusement, ça a été comme un peu... chamboulé par trop de choses. Les événements de la vie font qu'on n'a pas pu, mais ça reste quand même un fantasme. Inch'Allah, comme ouais, Inch'Allah. Puis dans toute cette idée d'analogue, il y a peut-être un retour vers le livre papier. Puis là, tu sais, je parlais de Heated Rivalry qu'on a vu, là. Donc, c'est la série où est-ce qu'on voit des hockeyeurs vivre une espèce d'histoire d'amour à la Roméo et Juliette, un peu impossible parce que c'est une histoire homosexuelle, mais c'est très érotique, il y a plein de scènes de cul. Puis ça vient d'un livre, d'une série, je pense, de livres qu'on qualifie de smut, donc des livres érotico-romantiques qui charment souvent plus un public de femmes. Je pense qu'il va peut-être avoir un essor de ce type de littérature-là, comparé, mettons, à genre la porn, on va avoir tendance à aller consommer des récits érotiques papier. I don't know. Ben là, pour terminer l'épisode, on va parler un peu de podcast. Donc moi, j'ai un out.
Je pense que les podcasts d'entrevues d'humoristes, les podcasts d'entrevues en général, c'est out. Je pense qu'il va y avoir l'émergence cette année en 2026 de plein de podcasts comme un peu Café Snake, donc des podcasts avec pas nécessairement d'invités. Même des gens, ils peuvent pas nécessairement faire des analyses ou whatever, mais juste un cast qui parle de différents sujets. Je pense que les podcasts d'humoristes vraiment classiques de 2020-2020, où est-ce qu'un humoriste interview un autre humoriste, je pense que c'est comme... En fait, soit ils ont pas mal fermé, ou ils vont tous fermer. Il y en a quelques-unes que j'aime, là, tu sais, comme moi, j'aime bien Cœur de robot, là, Charles-Antoine Desgranges, Alexandre Bisaillon, là. Il y en a beaucoup. Fait que je pense que les podcasts d'entrevue en général, c'est out. Comme on a fait le tour un peu, puis c'est tout le temps le même monde qui se font inviter, puis je comprends que le studio SF vient de perdre Sexe Oral. Est-ce qu'on se connaît pas tant que ça? C'est le temps d'une je sais pas quoi? Genre, toutes ces affaires-là. C'est le temps d'un café. Le temps d'un... Autour d'un feu. Ouais, c'est ça. Mangeons de la soupe. Ouais, allume-moi, allume-toi. Tu connais pas ça, je connais lui, il se connaît, on se connaît de ça. Mais parlons de ça, tu sais, tout cet écosystème médiatique où il faut absolument une genre de vedette A ou B, puis on pense qu'en pluguant une personnalité, ça va être intéressant. Moi, je veux que ça soit out. Tout comme les productions audiovisuelles dans ce type-là. D'ailleurs, il y a des gros succès en ce moment, notamment, je reviens à Heated Rivalry, qui repose sur des casts de gens presque inconnus. Là, les deux acteurs principaux n'étaient pas connus. C'est des castings qui reposent sur le talent. Ouais. OK? Talent. Puis je pense que ça, je veux que ça soit in. Je suis tannée de voir, mettons, un documentaire sur je sais pas quoi, tu sais, puis que là, finalement, la quête du documentaire est portée par je sais pas quel humoriste, genre, what the fuck? Oui, fait qu'on finit là-dessus. Bonne année tout le monde. De la santé, de l'abondance. De l'amour, de la tendresse. Ouais, tout ce que vous avez besoin. Merci beaucoup d'écouter Café Snake. On va faire de notre mieux pour vous donner des bons épisodes. Daphné roule les yeux. C'est même pas vrai! Merci beaucoup, puis la musique est de... Azlo. A-Z-L-O. Bonne année à Azlo aussi, dans le fond. Faites attention à vous. Bisous.